Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S1107 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 30 octobre 2025. Cette émission vous est présentée cette semaine par Fujifilm et son système GFX, des appareils grand format dotés d'une qualité d'image unique. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Pascal Bourguignon pour cette grande discussion au coin du feu. Alors Pascal, ton actualité, c'est la sortie du livre Veilleurs de nuit, nos voisins mammifères, réalisé avec le photographe Daniel Magnin. Vous avez photographié la faune sauvage nocturne, chacun de votre côté, ce qui a donné cette œuvre commune. Il revient sur ce travail en équipe effectué en toute harmonie pendant près de 3 ans, malgré la distance géographique qui vous sépare. On s'est très bien entendu, hein, une parfaite entente tout au long du projet. Alors, on habite assez loin l'un de l'autre, hein, on est quand même à 250, 300 kilomètres l'un de l'autre. Donc, si vous voulez, on a utilisé les mêmes techniques, mais en échangeant beaucoup. Mais on n'a jamais sur le terrain, on n'a jamais travaillé ensemble, hein, mais on se tenait au courant, on échangeait beaucoup, se refiler les bons tuyaux, les astuces, les réglages aussi. Donc tout ça, c'était très motivant, hein. Je veux dire, euh, cet échange, et puis il y avait une sorte d'émulation aussi, et aucune compétition. Je veux dire, euh, on s'échangeait les bons tuyaux, et on était content des résultats, que ce soit l'un ou l'autre qui les fait. Donc, non, non, ça s'est très bien passé, et euh, sans travailler ensemble sur le terrain. Voilà. L'idée de faire un livre est venue progressivement, hein. C'est quand on a commencé à voir qu'on avait une collection d'images intéressantes. Et ensuite, voilà, très rapidement, Pascal faisait des mises en page, voilà, qui donnaient un peu une idée de ce qu'on pourrait faire. Voilà. Et donc, le livre s'est bâti un petit peu, tout doucement, comme ça, voilà. Et puis, jusqu'à la phase finale où il y a bien vraiment fallu tout mettre en ordre, voilà, écrire les textes et tout ça. Mais ça s'est fait un peu naturellement, comme ça, avec les images qui arrivaient. On a travaillé sur des espèces communes, hein, les mammifères qui vivent dans notre environnement proche. Donc, ce sont des espèces qui ont déjà été abondamment photographiées. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire plutôt des paysages animaliers en replaçant l'animal dans son environnement, de soigner les éclairages, et de travailler aussi uniquement en lumière infrarouge pour ne pas perturber les animaux par des éclairs de flash en pleine nuit. Hmm. Alors Pascal, est-ce que tu peux nous parler un peu de ces veilleurs de nuit qu'on peut admirer dans ce travail? Ouais, alors déjà, je voudrais, faire un petit retour en arrière parce que, Daniel, il est hyper discret, mais il a pas raconté le début et en fait, le début, c'est qu'à un moment donné, on se met à échanger et puis il me dit: «Tiens, j'ai quelques photos à te montrer». Parce qu'en fait, lui, il avait commencé bien avant moi, à réaliser ces images et là, quand j'ai vu ces photos, je lui dis: «Non, mais attends, c'est quand même, incroyable. Moi, j'ai jamais vu ça, c'est extraordinaire». Et puis, ça a fait son petit chemin et quelques mois après, j'ai dit: «Bah, écoute, je me lance dans l'aventure aussi parce que franchement, c'est génial et ça me plaît beaucoup». Donc il m'a énormément aidé, hein, au départ parce que, pour en arriver là, même en 3 ans, je veux dire, quand on démarre de zéro, c'est juste impossible, c'est pas possible et donc il m'a filé plein de conseils et c'est lui au départ qui est, à l'origine de ce projet. Mais en quoi c'était extraordinaire? Donc les photos qu'il t'a montrées au début, c'est les espèces qu'il photographiait ou c'est la technique? C'est la manière dont il les photographiait. C'est-à-dire que, voilà, on voit, toujours aujourd'hui, beaucoup de gros plans, de choses comme ça et de voir des paysages animaliers où, l'animal est pas forcément très gros, mais remis dans son milieu et ça, en plus, en nocturne, c'était la première fois que je voyais ça et de manière vraiment impeccable. Alors du coup, quels sont les types d'animaux qu'on peut observer sur tes images, sur vos images? Alors du coup, nous, on s'est, vraiment fixé sur les mammifères de notre région.
hein, on a quelques oiseaux de temps en temps, mais voilà, on s'est laissé la porte ouverte aussi pour peut-être une suite un jour, mais on s'est vraiment, consacré aux mammifères de notre région et aux mammifères, hyper proches, quoi. Ça va de la petite souris, que tu peux avoir, dans ton grenier, au blaireau qui est au fond du bois, quoi. Et c'est pas si commun de faire un livre comme ça à 2 photographes. On met les égos de côté, vous vous entendez déjà super bien dès le départ, comment ça fonctionne? Et surtout en étant à distance? Oui, ben, effectivement, on s'entend super bien à un tel point, c'est que à force, on se disait: «Ah non, mais c'est pas possible, on va bien trouver un sujet de discorde», parce qu'à chaque fois qu'on prend une option, on est toujours d'accord. Donc c'est super agréable de travailler comme ça et même en étant chacun dans son coin, bah, voilà, on avance et je dirais même que, des fois, quand il y a une petite dérive, chez l'un ou chez l'autre, hop, on le rappelle à l'ordre et puis ils se disent on dit, enfin, l'autre dit, «Ouais, ouais, bah, t'as raison de recadrer les choses, on n'était pas parti dans cette direction-là» et finalement, voilà, ça fait un ensemble qui est très cohérent, même si on est loin l'un de l'autre. Et vous aviez une liste de mammifères à réussir à photographier, un peu comme une liste de Pokémon? Non, alors ça, c'est totalement utopique d'avoir une liste. Enfin si, on peut avoir une liste, mais on pourra jamais, s'y tenir Oh, c'est et comme en safari, parfois on espère voir le Big Five, enfin, ou du moins il y a peut-être des espèces nocturnes emblématiques que vous souhaitiez, oui, entre guillemets «cocher». ouais, c'est sûr, mais donc je vais prendre un exemple, on sait que le loup, il est un petit peu partout. Si on s'était fixé le loup, bonjour la galère, quoi. Donc en fait, on a pris un petit peu tout ce qui venait, sachant qu'avant de faire des photos, il y a un travail en amont de repérage, Mmh. que j'appelle de pisteur, de trappeur, qui est hyper important. Donc on peut imaginer, en voyant des traces qu'il va y avoir telle ou telle espèce, mais c'est jamais gagné et en plus les espèces, plusieurs espèces passent par les mêmes chemins, donc ça va aussi de surprise en surprise, mais ça c'est génial aussi. On va entrer, hein, dans le détail, de, ce que ça implique de poser un piège, photo. Mais est-ce que là, c'est une démarche qui est, encore naturaliste ou plutôt artistique? Un peu des 2. Tu le situes, comment, ce travail-là? Ben, avant tout, elle est naturaliste dans le sens où, si tu connais pas, ce que tu vas aller photographier, c'est juste impossible parce que donc là, en plus, les animaux, on les croise jamais, quoi, hein, donc il faut vraiment ouais, c'est vraiment un travail de naturaliste, mais c'est cet ensemble qui nous plaît aussi, c'est aussi très technique photo, et voilà, tout ça combiné fait que ouais, c'est très intéressant. Bon, c'est un travail assez impressionnant, hein, ça a été évoqué dans la capsule, un travail au long cours qui a duré, 3 ans. Comment on fait sur un projet comme ça pour se dire: «Stop, c'est bon, on a ce qu'il faut»? Ben, à un moment donné, voilà, on accumule des images et puis on se dit: «Bon, allez, on en fait quelque chose». Mmh. OK, donc à partir de là, comme Daniel le dit, je commence à faire des mises en page et puis on s'aperçoit qu'il nous manque certaines choses, que d'autres on en a trop et donc on se fixe un calendrier et puis on se dit: «Bah, voilà, on a encore, 6 mois ou un an pour, faire les images qu'on n'a pas» Mmh. et ça a bien fonctionné, ça a bien fonctionné. Alors c'est pas, un 1er, galop d'essai, hein. Enfin, Daniel avait notamment, publié un livre, sur les libellules aux éditions de La Salamandre. Cet ouvrage, il a fait l'objet d'une campagne de financement participatif. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau pour toi qui s'est imposé? Alors non, enfin sur un précédent ouvrage qui concernait, un arbre, j'avais fait un financement participatif. Alors ça m'a bien servi parce que c'est pas toujours évident, il faut savoir comment ça fonctionne, Faut créer comment une communauté, relancer, faut ouais, ouais, c'est pas créer une simple, hein. communauté. Mais ça avait bien marché pour le premier. Honnêtement, ça a été plus dur pour celui-ci, mais je Mmh. pense que voilà, les conditions actuelles, font que, on peut-être les gens achètent moins de livres ou voilà, dépensent un peu moins d'argent. Mais ça m'a bien aidé et ça a super bien marché au final, pour, lancer le livre, ouais, ouais. Bon. Alors Daniel et toi, avez confié la rédaction, de la préface de l'ouvrage à l'un des illustrateurs naturalistes les plus connus en France, j'ai nommé Jean Chevalier. Lui-même utilise des pièges photos dans son travail et il nous parle de l'utilité de cette technique prisée par les naturalistes pour apprendre à connaître les espèces les plus discrètes et en particulier la nuit. Moi, je ne fais pas de pigeage photo
au niveau auquel ils le font, au niveau technique auquel ils le font, qui est avec des vrais appareils, des cellules, ou des barrières infrarouges. Voilà, moi je n'ai fait qu'utiliser des petits appareils et plutôt bas de gamme ou moyen. Mais au niveau expérience, voilà, j'ai un certain bagage sur le piégeage photo, donc ils ont pensé à moi pour ça, je pense. Voilà. Le piégeage photo, pour moi, c'est un outil naturaliste. C'est vraiment pour améliorer la connaissance des bestioles et notamment des mammifères. Les mammifères sont comme durs à voir, sont en grande partie nocturnes, quoi qu'ils se baladent aussi de jour, on s'en rend bien compte avec les appareils photo. Le piège photo, il est très patient, il peut attendre un mois au même endroit, donc ça permet de vraies découvertes naturalistes, ça permet des inventaires naturalistes. Bon, ça demande quand même du temps, ça demande un peu de feeling, mais en même temps, si votre piège est mal placé, c'est pas grave, et au pire, il prend rien, quoi. C'est pas très grave. Mais après, on apprend à le placer, on apprend aussi à ce qu'il ne déclenche pas pour rien. Ça permet c'est comme si on était à l'affût, mais à distance, quoi. On a toujours, enfin voilà, souvent une petite surprise quand même. Bon, pas toujours, hein, mais bon, ici, comme on est en Champagne, enfin moi j'habite en Champagne, et j'ai eu une fois la surprise d'avoir une genette, ce qui est quand même qui est assez loin de son aire de répartition classique. En plus, c'est en milieu parfaitement sauvage, donc on peut supposer que l'animal était sauvage. Le raton laveur qui a progressé, donc le premier raton laveur, ça surprend toujours. Maintenant, c'est devenu courant. Il y en a dans le livre de Pascal. Puis des comportements, l'héros qui glisse de son pont, qui se fout le cul dans l'eau. J'ai eu un renard qui tombe. On voit rarement des animaux tomber dans la nature, hein. Même faire des faux pas. Et en fait, au piège photo, c'est assez régulier. On tombe sur une famille de chats avec les chatons, des choses, chats sauvages, j'entends. C'est toujours ça, c'est sympathique. Ou un chat sauvage qui vous ramène un grébupé, enfin qui transporte un grébupé. Il a été pêché, il a été chassé, mais il est complètement trempé. Il a été chassé en plus dans l'eau. Ça surprend aussi. Enfin voilà, il y en a des milliers ou des centaines de bonnes surprises, heureusement. Bon alors, il y a piège photo et piège photo, hein, Jean, il explique, qu'il fait pas, de piège photo avec de vrais appareils, contrairement à toi. Alors avant de rentrer un peu dans les détails du matos que tu utilises, tu peux nous expliquer un peu, de ton point de vue, c'est quoi l'idée, du piège photo comme outil pour un naturaliste? Bah, c'est effectivement, de pouvoir, recenser ou, imaginer, les bestioles qui vont passer dans un endroit que tu connais parfaitement, mais où tu peux même pas imaginer ce qui y passe la nuit. Mmh. Nous, on s'en sert beaucoup aussi, hein, de ces petites cellules, tu vois? On repère un passage, si on a des doutes, ben, on va poser une petite caméra comme ça pendant une semaine ou 15 jours. S'il y a des choses qui passent et qui nous intéressent, après on mettra seulement un vrai appareil Un photo. truc plus costaud, Mais ouais. voilà, ça sert effectivement de pouvoir, recenser et de voir, facilement ce qui se passe la nuit, quoi. Mais justement, comment vous avez procédé avec Daniel pour placer vos appareils, là, qui sont de vrais appareils? Est-ce que vous faites des repérages la journée? Est-ce que ça a du sens d'ailleurs? Est-ce qu'il y a de multiples essais la nuit? C'est pour ça que pendant 3 ans, bah, ça prend du temps pour obtenir des images. Comment vous procédez? Il y a peut-être du bouche à oreille aussi avec des gens sur place? Pas énormément de bouche à oreille, voilà. On se balade beaucoup effectivement en journée, à chercher principalement les coulées des animaux qui sont, plus la coulée elle est marquée, plus on a de risques de passage. Mais, là où ça se compliquait pour nous, c'est qu'effectivement, il faut qu'on trouve un endroit fréquenté, mais esthétique. Et parce que voilà, Même en noir et blanc? même alors justement, en fait, la difficulté, c'est d'imaginer le rendu qu'on peut avoir la nuit. Parce que, des fois, voilà, j'ai trouvé des coulées, puis je trouvais l'endroit moche et en fait, en noir et blanc, bien éclairé, il est super joli. Mmh. Donc c'est difficile d'imaginer, ce qui va pouvoir, ressortir derrière, en noir et blanc. Mais bon, de toute façon, voilà, on cherche un endroit esthétique, où il y a beaucoup de passages. Donc, évidemment, je veux dire, on ne trouve pas, 5 endroits par jour, quoi, hein. Il faut beaucoup, beaucoup se balader. Mais ce qu'on fait aussi avec Daniel, c'est que, on essaye d'avoir une grande proximité par rapport à nos habitations. Voilà, on veut pas faire une demi heure de route pour aller trouver un endroit, quoi. Donc on cherche près de chez nous
Et ouais, on cherche. Alors, il y a aussi la notion au moment où vous positionnez vos pièges photos, bon, c'est du matériel technologique, alors que ça soit les petites boîtes à 50 balles qu'on peut acheter sur Amazon ou les dispositifs que tu mets en place qui doivent valoir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Faut les sécuriser, faut les cacher. Il n'y a pas de problème de vol. Comment ça se passe? Alors, disons que de manière générale, une fois qu'on a repéré un endroit, donc on y retourne pour poser le matériel, je dirais un petit peu avant la tombée de la nuit. Et on revient le lendemain, juste au lever du jour ou un peu avant le lever du jour pour tout récupérer. Ouais, ok. Donc bon, Risque limité, quoi. un Ouais. cueilleur un ramasseur de champignons, mal intentionné, qui se promène à minuit, en pleine forêt sans lampe de poche, pour trouver le matos, Ouais, Zarbi, ouais. c'est quand même limité. Ceci dit, j'ai, personnellement, Daniel le fait pas trop, mais moi j'ai des endroits qui sont relativement tranquilles, où je vais laisser le matériel plusieurs jours d'affilée. Ah ouais. Ça m'arrive. Donc j'ai imaginé, une boîte, qui est fermée avec des cadenas, Mhm. et la boîte elle-même est sécurisée par un câble de moto que je mets autour d'un arbre. Ok. Donc alors évidemment, un coup de bâton là-dessus, on peut tout casser. Mais bon, un mec pareil à minuit qui se trimballe avec un coupe-boulon, c'est pas courant quand même, quoi. Est-ce que tu mets un piège photo pour surveiller le piège photo? Non mais tu Parce que, rigoles, bon, vu le prix, ça s'arrête jamais, quoi. question très sérieuse, hein, qui paraît un peu débile, mais tu rigoles, mais des fois oui, et des fois je double d'une caméra parce que aussi l'appareil ne peut ne pas avoir déclenché, et puis ça, c'est intéressant de voir ce qui est passé ou pas. Mais petite anecdote, souvent avant la chasse, je remballe quand même le matos, Ouais. et donc un matin j'arrive, et puis dernière photo, c'était le chien du chasseur qui est passé. Donc j'enlève le matos, mais je laisse la caméra, de surveillance, et le chasseur, il passe à 1 mètre et il la voit pas. Hmm. Il Mais passe d'ailleurs, 2 fois devant. tu parles de chasseurs. Bon, on a entendu aussi de belles rencontres, hein, où, des animaux assez rares qui sont passés, comme la genette, qui Jean Chevalier n'attendait peut-être pas à cet endroit-là. Toi, est-ce que tu as des souvenirs de rencontres heureuses, ou alors, au contraire, peut-être d'avoir été témoin de braconnage ou de choses pas super nettes? Alors non, de braconnage, non, j'ai pas d'anecdote par rapport aux chasseurs. Franchement, j'évite, et je les enlève, ou je les mets pas le week-end, par sécurité. Mais des belles rencontres, oui, oui, tu vas poser ton piège, ou tu vas changer, là où je laisse mon appareil longtemps, je vais changer les piles en plein après-midi, et là, le blaireau, il sort devant toi, quoi, alors que d'habitude, il est exclusivement nocturne. Mais le blaireau, c'est un coin qui est tellement tranquille, et c'est pour ça que je laisse mon appareil longtemps. Et ben, il sort devant toi, et puis pop, pop. Salut, je vais faire mes courses. Alors, l'image, c'est bien, mais le son, c'est bien aussi. On est assez bien placé pour le savoir avec Benjamin ici. Avec ton livre vient un CD, avec des prises de son que tu as réalisées avec Marc Namblard, qui est déjà intervenu plusieurs fois à ces micros. Bah, tu peux nous parler de ce qu'on peut entendre finalement avec ce CD? Alors, donc, enfin, moi, j'ai pas réalisé, hein, c'est Marc qui a tout réalisé, mais effectivement, on a fait un petit package, on trouvait intéressant d'avoir effectivement les sons, parce que c'est tellement étrange, les sons la nuit. Alors malheureusement, moi, quand l'appareil fait des photos, ben, je dors, quoi. Je dors, c'est la nuit. Donc j'ai pas tous ces sons, mais il y a une diversité de sons qui est vraiment impressionnante, et ne serait-ce que quand on va à l'affût au blaireau, tu vois, tu as la tombée de la nuit qui arrive, le dernier à chanter, c'est les merles, et puis après, il y a un silence, et après, c'est seulement les animaux de la nuit, qui vont arriver. Mais le moindre petit hérisson qui farfouille dans les feuilles, tu as l'impression que c'est un monstre, parce que ça fait un bruit énorme, et tu te demandes ce qui t'arrive. Enfin, c'est assez étonnant, hein, ouais, c'est très, 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 très étrange. Oui, on sait que Vincent Munier aussi s'est essayé à la prise de son. Enfin, c'est Marc Namblard qui nous l'avait confié, qui a beaucoup travaillé avec lui. Toi, en tant que naturaliste, c'est quelque chose qui te tente, la prise sonore?
Donc, ben, suite à la rencontre de Marc Lamblard sur un festival, effectivement, je me suis dit: «Ah, il faut que je m'y mette parce que c'est quand même vachement intéressant». Donc il m'a conseillé, du matos. J'ai commencé à enregistrer. C'est très difficile dans le sens où je dirais que c'est presque plus difficile que la photo parce que tu as toujours un bruit, heu, en gros qui te fait chier, quoi. Tu un Non mais voilà, c'est ça, faut parler clairement. Tu as un avion qui passe. Nous, en plus, dans l'Est, on est sur la ligne des avions qui partent dans l'Est. Donc, tu as toujours un avion, un voisin qui passe la tondeuse, le tracteur au loin. Donc, c'est hyper difficile d'avoir des sons, vraiment clean. C'est super intéressant et donc, ben, dans notre région, on a la chance d'avoir la migration des grues qui font un bruit, franchement incroyable. Pour moi, c'est l'équivalent aussi du brame du cerf chez les Mmh. mammifères. C'est aussi sonore. Donc, voilà, toutes ces choses-là, font que, ouais, je commence à m'intéresser au son, mais très modestement. Ouais, puis de la même manière que tu installes des pièges photographiques, tu pourrais aussi installer des pièges sonores. C'est quasiment le même principe, quoi. Exactement. Alors on y vient justement, à la technique, pure. Tu travailles avec des hybrides, Fujifilm, moyen grand format comme ils le disent, les GFX et pour ce projet de prise de vue nocturne, de faune animalière et bah, tu n'as pas voulu sacrifier la qualité d'image. Tu as donc confié ton boîtier à Richard Galli de la société EOS for Astro. Il est le grand spécialiste français du défiltrage des appareils pour l'infrarouge et l'ultraviolet. Nous l'avons contacté et il nous raconte le défi technique qu'a représenté le défiltrage d'un boîtier GFX, une grande première pour lui. C'était effectivement une première, donc il m'a tué même quand il m'a demandé de faire ça. À la réflexion, je me suis dit: «Bon, c'est un hybride». J'avais déjà fait un moyen format en pentax, mais c'était un réflexe. En réfléchissant bien, en regardant un peu à droite à gauche des infos sur le net, je me suis dit que ça c'était jouable. Mais bon, c'était quand même pas anodin. Bah, parce que c'est un gros boîtier et c'est pas évident comme manip. C'est la taille du capteur, il faut gérer l'absence de poussière, donc je travaille dans une haute flux laminaire pharmaceutique. Il faut gérer la propreté absolue du filtre de remplacement, et ça c'est la partie la plus difficile. D'autant plus que il a voulu un filtre infrarouge directement posé sur le capteur, quoi, un filtre qui laisse passer que l'infrarouge, une très faible partie du visible, la grande partie de l'infrarouge où le capteur est sensible, et ce qui veut dire qu'on ne voit pas à travers. Et donc, pour contrôler l'absence de poussière, il n'y a pas d'autre solution que de faire la manip, remonter tout et vérifier que c'est bon. Et ça, c'est le gros challenge sur ça. Mais ça s'est bien passé. Comme c'était le premier, donc en même temps, je découvrais l'architecture du boîtier. Il y a des petits replis, des petits trucs à comprendre pour pas faire de bêtises. Ça prend 4-5 heures. Alors après, si vous en faites 3 dans la même semaine, le troisième, il va prendre 1 heure et demie parce qu'il n'y a plus de surprise. Là, la surprise se paye cash, donc il faut bien réfléchir et essayer de comprendre comment les ingénieurs là, en l'occurrence de chez Fuji, bon, ils ont tous leurs petites marottes, hein, donc comment ils ont construit l'architecture du boîtier, quoi. T'es détente quand tu laisses une config à plusieurs milliers d'euros comme ça pour un défiltrage jamais réalisé? Ouais, franchement, honnêtement, j'étais totale confiance avec, Richard. Il a une telle réputation. Je lui avais déjà fait défiltrer un XT2, avec lequel j'ai démarré, mais je trouvais pas assez qualitatif encore, donc c'est pour ça qu'on est passé, à la gamme au-dessus. Mais franchement, j'avais pas enfin non, j'avais aucun souci. Et comment ça se passe par rapport à la garantie dans ces cas-là? Est-ce que c'est une garantie constructeur qui demeure ou alors est-ce que c'est lui, Richard, qui va prendre en charge, tout ça en cas de problème? Bah, disons que, l'appareil, il est plus neuf, hein, donc j'avais renouvelé mon équipement, donc c'était un ancien GFX, enfin un ancien, hein, voilà, la génération d'avant que je fais défiltrer, donc elle est plus sous garantie. Après, je pense que Fuji, il se il se retire l'appareil a été manipulé, ouvert, il se retire de toute, ouais, de toute garantie. Après, Richard, il fait tout ce qu'il faut pour que ça marche bien et il va pas vous abandonner en route parce qu'il y a un problème technique, quoi. Donc, voilà, il y a pas de problème. Bon alors comment il marche concrètement ton piège photo? C'est quoi le stimuli qui sert au déclenchement de l'appareil?
Alors on a 2 techniques différentes. Donc, un système, infrarouge passif comme on trouve sur les caméras vidéo, que Jean installe ou que nous on installe aussi. C'est-à-dire un changement de température, détection de chaleur. OK. Donc ça prend très large. L'avantage, c'est que ça a une autonomie, de dingue. Tu peux le laisser plusieurs semaines. L'inconvénient, c'est que c'est peu réactif et que ça prend large. Donc, je veux dire, si, l'animal, il est à moitié dans la prise de vue, il peut déclencher. Donc ça, c'est le premier système et l'autre, donc il fonctionne tout à l'inverse de celui que je viens d'indiquer. Donc c'est un faisceau laser infrarouge qui est hyper précis. Donc là, Une barrière, quoi. ouais, une barrière, au centimètre près, on peut déclencher, à l'endroit qu'on veut. C'est hyper réactif, hein, un papillon en vol, moi je me suis retrouvé avec 1000 photos la nuit parce que c'est les papillons qui passent devant et qui Mmh. déclenchent l'appareil. Donc hyper précis, par contre, pas d'autonomie, ça dure 24 heures. Donc tous les jours, il faut recharger et remettre en place. Et au niveau des réglages, directement sur l'appareil, comment tu procèdes? Tu te mets pas en mode P, j'imagine? Il y a quand même, 2-3 petits paramètres, assez fins à prendre en compte? Ouais, donc bah, au début, enfin, ce qui fait le truc, c'est une accumulation d'erreurs, en fait. Donc il faut tout mettre en manuel et surtout pour que ça soit réactif, que l'appareil ne soit pas en veille. Parce que le temps de le réveiller, la bestiole, elle est partie, surtout si elle court, je veux dire, c'est mort. Donc il faut tout, désactiver, l'autofocus, l'exposition, le stabilisateur, tout ce qu'on peut imaginer, il faut l'enlever pour que ça déclenche, le plus vite possible. Et niveau éclairage, du coup, comment ça se passe? Alors donc au niveau donc, puisqu'on travaille avec des appareils, infrarouges, donc les flashs sont filtrés infrarouge, hein, dans la longueur d'onde que permet le capteur. Et donc on positionne, donc souvent il y en a un à gauche de l'appareil, un à droite de l'appareil et puis, pour, faire, un petit peu ressortir l'animal, on en met souvent un à contre-jour quand c'est Mmh. possible parce qu'il faut pas qu'il tape en pleine face devant l'objectif, sinon ça fait des flards partout. Et puis éventuellement un quatrième pour éclaire l'arrière-plan et de temps en temps un cinquième. Il y en a une dans le livre où, j'éclaire une cascade parce qu'en arrière-plan, il y a une cascade et que ça me plaisait d'éclairer la cascade. Mais On est loin du petit piège photo, bateau. c'est des petits flash Cobra, c'est des monoblocs sur batterie, transmission radio, comment? Rentre plus Alors dans le détail. a alors c'est effectivement des petits flashs, Cobra donc Strobiste. Daniel travaille avec des flashs, de marque, voilà, je vais pas dire la marque, mais on s'en fout. Et moi j'ai investi dans des flashs, de la gamme Camtraption. Donc Camtraption, c'est eux qui font, cette cellule, passive là qui est lente mais qui dure longtemps. Et en fait, ils ont développé enfin, ils ont demandé en fait, à des Chinois de bosser sur un flash qui existe mais ils ont indiqué leur cahier des charges, ce qui fait qu'avec un jeu de piles, ce flash-là, il tient 5 nuits sans être en veille. Donc Et il génial. résiste aux intempéries aussi? Ça Ah veut dire que tu le non! laisses, Ah bah non! Ah bah non! ah oui, il faut le mettre dans Donc, une boîte aussi? donc il faut que voilà, c'est quand même, esprit, MacGyver, le piège animalier. Donc on a conçu chacun, des sortes différentes de boîtes, hein, de boîtes Tupperware, pour que l'appareil soit, à l'abri des intempéries. Ouais. Et donc ils sont déclenchés par système, Radio? radio, mais alors qui lui aussi, consomme de l'énergie, et actuellement, ceux qui marchent très bien, que j'utilise, ça tient que 2 nuits. Bon, après, la solution, c'est d'installer un générateur au diesel, pas très loin de ton C'est ça. setup et de le Oui, faire tourner aussi, c'est hein. ça. C'est écolo. C'est ça. Bah, d'ailleurs, on va en parler avec le paramoteur, mais Mais non, donc l'autre solution, c'est effectivement de relier les flashs par câble, Ouais. auquel cas on n'a plus ce problème-là. Mais quand tu as un flash qui est derrière, à 20 mètres, que tu veux pas voir le câble et puis qu'il faut le passer par les branches et tout, c'est très compliqué. Donc ça m'arrive quand je veux laisser l'appareil 5 jours, effectivement, je prends la cellule qui dure longtemps, les flashs qui durent 5 jours, les câbles, qui sont reliés directement à l'appareil et là, effectivement, je peux laisser l'appareil 5 jours sans y retourner
Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moins on va sur le terrain, moins on dérange, moins on laisse d'odeur, plus on a de chances d'avoir des images. Alors là, on est dans un cadre d'utilisation très spécifique, hein, mais tu fais pas que de la photographie par piège photo, loin de là. Puisqu'on parle de matos, tu peux nous décrire un petit peu ce que tu utilises de manière plus générale? Tu es vraiment que au GFX? On pourrait imaginer que tu es aussi en APS-C quand tu voles justement à bord de ton paramoteur. Décris-nous un petit peu ce qu'il y a dans ton sac photo, à la fois boîtier et optique. Alors dans mon sac photo, il y a effectivement que des GFX. Quand je vole, j'emmène 2. Alors c'est vrai qu'ils sont un petit peu plus gros, bien que pour du grand format, ils soient pas si gros que ça, mais les optiques sont un peu plus lourdes. Mais donc j'utilise deux GFX dans un sac que je me suis fait aux dimensions de mon paramoteur. Et donc j'en ai un avec un téléobjectif, un 110 qui ouvre à 2. Et puis, l'autre, avec un zoom grand angle, donc le 20-35 qui équivaut en gros à un 16-28. Voilà. Donc j'ai ces 2 appareils, qui sont, dans mon sac, posés sur mes genoux et que je prends, à volonté en fonction du sujet que je veux photographier ou de ce que je vois devant moi. Et le GFX sans RF, il t'a fait de l'œil un petit peu parce que c'est un boîtier très particulier avec une focale fixe qu'on qualifie de compact qui est pas si compact. Alors, l'histoire du GFX, quand il est sorti, que j'ai vu les annonces, j'ai dit: «Ah non, ce truc-là, c'est pas pour moi, c'est un appareil de photo de rue, non, non, c'est pas pour moi». Et puis, un ami, Marc Chesneau, pour ne pas le citer, qui est aussi ambassadeur, il dit: «Attends, mais il faut qu'on l'essaye, je viens en Bretagne, on va l'essayer tous les 2. On va demander à Fuji de nous en passer un et on l'essaye tous les 2». Et bon, il venait de sortir, et puis, Fuji dit: «Bah ouais, vous êtes 2, OK, on va tâcher de vous en trouver un, quoi». Et donc là, erreur fatale, je l'ai pris en main. Il me dit: «Tiens, je te le laisse une journée et puis tu l'essayes». Et là, je suis tombé amoureux du truc, quoi. C'est un truc de dingue. Et tous les inconvénients qu'il y avait sur le papier, en fait, ils se sont transformés en avantages pour moi. Heu, C'est-à-dire l'absence de stabilisation, par exemple? L'absence de stabilisation, en fait, on a un obturateur central. Heu, Moi, je m'en sers, beaucoup en aérien maintenant. De toute façon, il faut être au 500e de seconde minimum, donc la Ouais, la stabilisation, stab, ça on a pas s'en mal. fout, Oui, oui. on s'en fout. L'ouverture, elle est compensée par la montée en ISO qui est excellente. Et la focale fixe, en fait, ça permet, d'avoir quelque chose qui est pas encombrant, mais ça permet quand même, vu la capacité du capteur à 100 millions, de cropper dedans de manière de dingue, pour avoir, 3 ou 4 focales différentes, quoi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, souvent, mon GFX avec le 20-35, il est remplacé par le RF, parce qu'il me permet de presque de tout faire, quoi. Hmm. Alors, parmi tes sujets de prédilection, les arbres figurent probablement en tête de liste, à tel point que tu es correspondant de l'association Arbres pour les départements de la Marne et de la Haute-Marne. Georges Fetterman, président de l'association Arbres Remarquables de France, se présente à la fois comme un spécialiste des arbres, mais avant tout comme un naturaliste au sens large. Il revient sur votre collaboration qui a donné lieu à 3 parutions, dont les arbres les plus remarquables de France, les plus beaux chênes de France et du monde chez Albin Michel. Dans un premier temps, je lui ai proposé de me fournir des photos pour un livre qui s'appelait Les arbres les plus remarquables de France, chez Albin Michel. Et ensuite, comme tout s'était bien passé, un ouvrage plus euh, personnel à nous deux, si je peux dire. D'ailleurs, c'est lui qui a eu l'idée. Les plus beaux chênes de France, toujours chez Albin Michel. Et on est parti là-dessus, on a travaillé ensemble et il a parcouru différents coins de France avec des endroits privilégiés, hein. D'une part sa région, la Champagne, et d'autre part la Bretagne. Et puis il est revenu avec des photos magnifiques sur les chênes. Quand j'ai vu qu'il faisait en plus de la photo avec son engin volant, là, je lui dis, ça te dirait pas qu'on essaye de faire quelque chose, parce que moi je suis un passionné des paysages de France, de partir essayer que tu voles sur certains des paysages les plus extraordinaires de France, sur le plan de la nature, de la géologie, paysages insolites ou autres. Moi j'écrirais les textes, quoi. C'est parti comme ça, et cet ouvrage, il est en cours de route. Il a volé dans les coins que j'ai cités tout à l'heure. D'ici peu, je crois que c'est pour le mois qui vient,
il devrait voler, bah, les conditions, il faut que la météo soit là, hein, sur des sites qu'il découvre. C'est à moi que je vais lancer des fleurs tout bêtement parce qu'il m'a dit, je te remercie parce que du point de vue de la géographie, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de progrès à faire. Donc, ça lui permet d'enrichir sa connaissance géologique de la France. Il est revenu, par exemple, d'Auvergne, où il a volé au-dessus de la chaîne des puits, des volcans, des cratères et autres, où il a ramené des images magnifiques. Et là, très bientôt, je pense qu'il va aller voler au-dessus de sites exceptionnels en Provence ou dans le sud des Alpes. Voilà les liens qu'on a, et il revient toujours avec des photos de grande, grande qualité. Là, j'ai en mémoire, il m'a envoyé ça il n'y a pas très longtemps. Il a photographié la côte de Granit Rose dans les côtes d'Armor avec des vues pas du tout habituelles. Moi, je suis habitué à les voir d'en bas. Lui, il les voit d'en haut, au point qu'on envisageait d'appeler notre projet vue d'en haut, vue d'en bas, ou quelque chose comme ça, en ajoutant plutôt que euh, il est plus que sympathique, toujours enthousiaste et passionné, et qu'on partage quand même beaucoup les mêmes passions. Parce que moi, je suis arbre, mais je suis aussi un naturaliste tous azimuts, et donc on partage exactement les mêmes passions. Et j'ai hâte de voir son projet, enfin son projet qui est devenu un livre, sur les photos faites la nuit. J'en ai vu quelques-unes, mais ça devrait être magnifique. Alors comme ça, il y a quelques progrès en géographie à acquérir. Ouais. Non, mais ce qu'il dit pas, Georges, c'est qu'il se moque de moi. Il dit: «Ah mais» il croit il il a et à juste titre, voilà, il dit: «Non mais bon, en gros, je suis nul en géographie» et le dernier, la dernière virée que j'ai fait, je lui dis: «Écoute, Georges, je te remercie parce que franchement, je progresse en géographie» et alors il m'a répondu comme quoi, rien n'est impossible. Oui, il a l'air un peu taquin. Oui, oui, oui. Et ça remonte à quand, cette passion que tu as pour les arbres? Alors en fait, un jour, je regardais dans ma photothèque et puis, je dis: «Tiens, c'est bizarre, quand même, sur pratiquement toutes mes photos, il y a un arbre» et je m'en étais pas rendu compte et donc je me suis dit: «Ouais, bah, c'est un beau sujet et je vais approfondir, la chose» et donc je connaissais, à cette époque-là, l'association, Arbres remarquables de France et la notoriété de Georges Fetterman et donc je lui ai proposé de devenir effectivement, correspondant pour, mon département et il a accepté tout de suite et bon, enfin, faut dire que j'en étais très fier parce que franchement, Georges Fetterman, pour moi, Ah, c'est une sommité. c'est une sommité, c'est la référence, et il a une connaissance, sur tous les sujets, la géologique et tout, franchement incroyable. Donc voilà, aujourd'hui, on fait des livres ensemble. Il n'a pas parlé, non plus du livre qui est sorti au printemps, chez, Delachaux-Nestlé, Vue d'en haut, EAU, qui est un tour d'horizon de tout ce qui concerne l'eau en France, depuis la création de la terre jusqu'aux problématiques, qu'on a aujourd'hui. Il a fait, des textes qui franchement sont, enfin moi j'ai découvert plein de choses. C'est très agréable à lire parce que c'est très, facilement abordable et franchement on a pris aussi un réel plaisir à faire ce livre. Mais c'est quoi exactement ton rôle de correspondant pour cette association Arbre? Alors, mon rôle, je suis malheureusement pas assez, actif dans ce rôle-là, mais c'est, ben, de se balader, de découvrir des arbres et puis, de proposer qu'ils soient labellisés. Ok. Donc, il faut l'accord du T'es propriétaire, l'expert. voilà et on monte un petit dossier et donc l'association a un jury et là, ils vont déterminer s'il peut être, remarquable de France ou pas. Parce qu'effectivement, on peut pas prendre tous les arbres et puis dire: «Ils sont remarquables». Enfin, voilà, ça n'a plus de sens à force. Donc il faut qu'il y ait des critères spécifiques, ça peut être aussi bien l'âge, la forme, l'histoire. Il y a plein de critères différents. C'est pas, uniquement un super bel arbre bien vieux. Et voilà, nous, on propose ça et puis, s'il y a des gens qui nous contactent dans le département, on les aide à monter le dossier.
Toi, tu as la particularité du coup de les observer souvent d'en haut, les arbres, de les photographier d'en haut. Pourquoi tu as choisi le paramoteur alors qu'aujourd'hui il y a des drones qui existent? Pourquoi tu tiens absolument à rester toi-même en l'air? Heu, la réponse que j'ai pour ça, c'est: «Il est hors de question que mon GFX, il vole sans moi». Non, mais alors ça, c'est pour rigoler, mais bon, effectivement, je fais aussi du drone parce qu'il y a des endroits où c'est pas possible de voler, enfin, ou au moins en sécurité, donc là, j'envoie le drone. Dernièrement, j'ai fait des sur des ravins, où c'est franchement pas facile. Mais c'est avant tout déjà une passion, qui m'a été transmise par l'instructeur qui m'a fait passer mon brevet. Et la particularité du paramoteur, c'est déjà on vole, au-dessus des drones. C'est-à-dire que le drone, en gros, il est limité à 150 mètres. Nous, on n'a pas le droit de voler en dessous de 150 mètres. Mais moi, je suis pas limité en hauteur, hein. Bon, il y a une réglementation aérienne qui est la même pour tout le monde, donc on la respecte. Mais si c'est autorisé, je peux monter à 1000 mètres, à 2000 mètres, 3000 mètres, au Mont Blanc, c'est autorisé. Donc et là, j'ai un point de vue, qui est complètement différent du drone. Ça fait une bonne raison, Ça effectivement. fait une bonne raison. Et l'autre truc, c'est que, souvent le matin, je pars et je ne sais pas ce que je vais photographier. Donc je monte en l'air, je monte à 300 mètres et puis je dis: «Ah tiens, là-bas, il y a de la brume là, mais c'est à 20 kilomètres.» Bon, j'y vais. On imagine en drone, on redescend le drone, le temps d'aller là-bas, ah bah, la brume elle est partie, ah puis finalement c'était pas si bien que ce que je pensais. Moi je fais mon petit tour, je fais 50 kilomètres en général, et là je vais où ça me semble bien, quoi. Mais piloter, photographier, c'est compatible? C'est complètement compatible. En fait, ce qui est enfin, le plus délicat en paramoteur, c'est le décollage et l'atterrissage. Après, on a des ailes qui ont fait des progrès de dingue, elles volent mieux si tu les touches pas. On appelle ça des ailes réflexes. Donc moi, je les touche pas et même, pour te dire, des fois, je me suis aperçu, j'ai fait un nombre incalculable de photos. Je dis: «Ah mais ouais, mais alors, en fait, j'ai jamais tenu les commandes, quoi, parce que j'ai fait trop de photos, quoi. J'ai pas le temps de tenir les commandes.» C'est rassurant. Sans les mains. Non, mais c'est tout à fait ça. Et Ouais. même pour tourner, en fait, il suffit de se pencher et Ouais, ça c'est le tourne, poids du quoi. corps. Mm. Ouais, ouais. Et ça coûte pas trop cher de faire des vols comme ça en paramoteur? Alors c'est ce qui coûte le moins cher. Un moteur, ça coûte 6 000 €, une aile, ça coûte 5 000 €, pour du neuf, hein. Ouais. Après, voilà, de l'occasion, tu peux trouver moitié moins cher, facilement. Mais donc voilà, voler avec son propre matos pour 10 000 €, tu vois, c'est pas plus cher qu'une moto. Mm. Moi, j'ai un moteur qui consomme pas, je fais 2,5 litres à l'heure, donc de temps en temps, je fais du tandem, j'emmène des gens et puis ils me disent: «Combien je te dois?» «Ben, 5 €.» Ah ouais, ouais, bah ouais, c'est ça. Mais à déplacer, à déployer, c'est pas trop fastidieux? Non, alors moi, il reste toujours monté, il est sur un porte-vélo derrière la voiture, donc il gêne pas dans la voiture, c'est prêt en 3 secondes. L'aile, ça tient dans un sac à dos, hein, on l'étale au sol et voilà, en 10 minutes, on est en l'air, quoi. La Champagne, le lac de Der sont tes terrains de jeu. Est-ce que tu as d'autres coups de cœur en France? Et on se rappelle que Georges évoquait la Bretagne. Ah oui, alors Georges, il évoque la Bretagne. Bon, c'est vrai que Et en on fait. rappelle ton nom de famille, c'est Bourguignon, hein, Ouais, donc c'est on est un peu perdu là. c'est ça. Non, en fait, je vais en Bretagne depuis que je suis né, pendant toutes mes vacances et donc voilà, on a la chance d'avoir un pied-à-terre en Bretagne. Donc dès que je peux, je me rends en Bretagne et effectivement, je fais beaucoup de vols là-bas. Et il s'avère aussi qu'en Bretagne, il y a une concentration d'arbres remarquable qui est assez phénoménale, quoi. C'est incroyable, c'est infini, beaucoup plus que dans notre région qui pourtant, notre département, la Haute-Marne, est un des départements les plus boisés de France. Mais en fait, voilà, c'est des grandes forêts et les arbres remarquables, ils sont pas souvent en grande forêt. Donc oui, la Bretagne, j'y reviens souvent et Georges, pour me taquiner, il me dit: «Bon, les plus beaux chênes de France, c'est bien, mais il y a pas qu'en Bretagne qu'il y a des beaux chênes.» Alors, on l'a évoqué lors de ta présentation, tu as participé à la création du festival photo de Montier-en-Der. Maude Potier, qui a été en charge de la programmation du festival pendant 17 ans et qui est actuellement en charge du développement du site Ramsar étang de la Champagne humide, se souvient d'une exposition marquante en lien direct avec ta passion pour les arbres.
Pascal Bourguignon, c'est un photographe, qui a une histoire un petit peu particulière avec moi parce que, j'avais une passion, pour, un peu les environs du lac du Der et notamment les grues cendrées et Pascal Bourguignon à l'époque, c'était un peu le photographe emblématique, de ce territoire-là qu'on appelle un peu la Champagne humide et donc, c'était quelqu'un, enfin voilà, que j'admirais sans réellement le connaître. Et de par, mon expérience, au festival photo de Montier-en-Der et ben, je me suis mis à le rencontrer et plus que ça, à le côtoyer et à faire notamment, bah, des projets d'exposition photo avec lui et cette «expérience» entre guillemets, elle a évolué aussi. Elle est devenue carrément une amitié et j'allais dire, enfin voilà, des échanges, bah, sur plein de choses qui nous animent, que ce soit, les découvertes naturalistes ou j'allais dire, le passage, à rendre ces observations naturaliste par, bah, le médium qui pratique évidemment, qui est la photographie et on a eu effectivement, énormément de projets et j'allais dire peut-être, dans les plus fous, parce qu'on a eu du mal, si je puis dire, à convaincre. À l'époque, de la création du parc national de Forêt, donc qui est dans le sud de la Haute-Marne notamment, Pascal a toujours eu la passion pour les arbres et avec un peu l'évolution du matériel, sa passion pour Fuji, il avait un challenge, qu'il voulait réaliser, sur les arbres et faire alors une exposition grandeur nature, c'est un peu exagéré parce qu'on n'a pas tiré des photos de 30 mètres de haut, mais quand même, on a fait des très, très grands tirages, sur un papier, absolument merveilleux, d'annemuleux qui donnait une sorte, enfin voilà, de transparence, qui faisait vivre comme ça les écorces, le feuillage et on a eu, bah, un peu de difficulté, si je puis dire, à l'installation. Je sais plus, quelle édition de Montier c'était. C'était une exposition qui était à la Halle au Blé et enfin voilà, ça avait vraiment créé un événement assez extraordinaire, j'allais dire de par la réalisation, c'est-à-dire d'avoir senti vraiment la satisfaction de Pascal sur cette réalisation-là. Là, en tant que professionnel, du coup, c'était vraiment chouette et j'allais dire, la surprise ultime, c'était un peu, bah, la rencontre du public avec cette exposition-là où, waouh quoi, parce que c'est vrai qu'on se dit: «Allez, une exposition sur les arbres et tout» et là, on a vraiment réussi à faire pénétrer les gens, en forêt. Heu, uniquement, alors j'allais dire sans décor, sans ramener de décor naturel, mais vraiment uniquement à travers, ses tirages et sa photographie et que je crois que ce qui était vraiment chouette aussi dans cette expérience-là, donc c'était à la fois son expérience de photographe, mais aussi son expérience, de tireur, de labo, puisque, il avait, bah, réalisé du coup ces tirages-là et qu'il y avait aussi un challenge, alors que je maîtrise moins, mais il y avait quand même un challenge technique qui était assez important et ça, je pense que ça doit faire partie de ses plus beaux souvenirs, d'expo et mes plus beaux souvenirs également. Hmm. Tu t'en souviens de ces grands tirages? Un peu que je m'en souviens. Pour compléter un petit peu ce que dit Maud, donc il faut s'imaginer, là, à l'Oblé, chaque arbre, chaque tirage, donc en 3 allées différents, fait 3,30 m de large et 4 mètres de haut. Hmm. Donc c'est suspendu au plafond et il y a 24 images. Donc en fait, on a recréé des allées d'arbres et des photos en noir et blanc. En fait, on pourra en reparler après, mais c'est des photos qui ont été faites en argentique, mais à la grosse chambre, Mhm. 20-25 et donc avec un détail de dingue. C'est-à-dire que les gens pouvaient s'approcher, à 50 centimètres et s'il y a une coccinelle sur l'écorce, tu la vois
Et donc cette précision et puis, en fait, ce manque de recul aussi, parce que, les gens, ils avaient peine à voir les arbres en entier. Alors on nous l'a reproché, mais en fait, on voulait recréer le fait que, bah, tu te balades dans une allée forestière et c'est la sensation que tu as, les arbres qui sont immenses autour de toi et franchement, ça a bien marché. Ouais, ça reste, sûrement le plus beau, souvenir, d'expo que j'ai fait, oui, bien sûr. Mmh. Dans la sensation, le choix du papier, c'est important. Elle parle du papier annumuleux. Et elle précise aussi que c'est toi qui as fait les tirages, hein. Tu as un passé de tireur. Est-ce que tu continues cette activité maintenant que tu shootes en numérique? Oui, ben, en fait, j'ai plus une activité de tireur que de photographe. C'est-à-dire que, voilà, mon métier, c'était de faire des tirages d'expos pour les autres photographes. Donc ouais, je connais bien le le système et donc là, effectivement, le challenge pour ça, c'était, on prend une photo, on la coupe en 3. Il faut que tout se raccorde bien, mais voilà, c'est pas un tirage de 30 centimètres de long, quoi. Il fait 4 mètres de long, donc il faut pas que ça parte en live, quoi, hein. Quel lien tu as encore aujourd'hui avec le festival? Tu es toujours connecté à Montier? Oui, ben, je suis toujours connecté dans le sens alors j'ai pris un petit peu de recul, bon avec mon activité qui a pris du recul aussi puisque je suis en retraite, mais que je continue quand même de bosser un petit peu, pour les gens que j'aime bien et donc je suis toujours partie prenante cette année puisque j'aurai, donc avec Daniel l'expo, de notre livre Veilleurs de nuit, Mmh. sur cette édition de Montier-en-Der. Oui, qui va être une belle édition avec des parrains assez prestigieux qui Oui, Ouais, sont un oui, beau line-up, comme on dit, cette année, ouais, deux invités qu'on a eus ici, hein, ouais, qui Laurent sont Balesta et Vincent Munier. voilà. Mmh. Donc oui, c'est plutôt et Mathieu Ricard, je le signale. qui n'est pas parrain, mais qui sera là aussi, ouais, tout à fait, qu'on a eu aussi. Qu'est-ce qui a motivé la création de ce festival à l'époque? Quand on revient en arrière comme ça, tu peux nous rappeler un petit peu le contexte? On l'a dit depuis le début, Ouais. tu as participé à la Alors création donc du festival, mais de quelle manière? Comment ça alors s'est passé? alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, oui, je reviens de la remise des prix du BBC à Londres et puis, donc l'expo, on me fait une petite expo au Muséum d'histoire naturelle de Bourges et puis, Laurent Arthur de Bourges me dit: «Mais tu sais, l'expo du BBC, elle passe pas dans ta région, dans l'Est, ce serait bien, tu vois, qu'on puisse la faire passer là-bas». Et donc je rentre à Montier-en-Der et puis, avec quelques amis, on se dit: «Bon, est-ce qu'on ferait pas venir l'expo?» Bah ouais, ouais et à l'époque avec, mon ami, Roger Guichon, de Europe Nature Optique qui vend les systèmes de jumelles et de longue vue, on avait notre propre réseau. Allez, c'est marrant parce que c'était avant internet, donc c'était du mailing par courrier, quoi. Mais on envoyait des milliers d'adresses, des milliers d'enveloppes et donc on avait notre propre réseau et on se dit: «Ouais, OK, on monte un truc». Donc on fait appel à des amis, donc bah, Jean Chevalier, le père de Vincent Munier, Michel Munier, parce que Vincent, il était jeune à cette époque-là, Fabrice Caèze et puis, 2-3 marques et hop, on lance notre truc. Et ce week-end-là, donc on se dit: «Allez, on va caler ça sur la migration des grues, comme ça on est sûr qu'il y a au moins un minimum de personnes» et ce week-end-là, tempête de neige, grève de transporteurs et 1000 personnes viennent. 1000 personnes pour un truc qui n'existait pas, Ouais, quoi. ce qui est beaucoup déjà, Ouais, hein. ouais, ce qui est déjà énorme. Et que les enveloppes sont arrivées à destination. C'est ça. Donc on s'est dit: «Ouais, il faut continuer là-dessus». Donc dès l'année suivante, on crée le festival et puis c'est un engrenage qui a pris, très, très vite. Mais donc à l'époque, je dirais dans l'équipe du festival, j'étais le seul à faire de la photo animalière parce que c'était pas très répandu encore, la photo animalière, contrairement à aujourd'hui. Depuis le temps a passé et le festival de Montier, bah, c'est plus qu'un festival de photos animalières. Il prend presque maintenant une dimension, politique. Il est question de nature au sens large, de problématiques environnementales. Là, on a vu, l'édition de Photoclimat qui vient de se terminer. Cette approche-là, elle est hyper importante aujourd'hui pour le festival. Ah oui, 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 carrément, je veux dire, enfin, oui, c'est tout ce qui concerne la nature. Si ça peut être militant, tant mieux. Voilà, tout est fait
pour sensibiliser les gens aux problématiques de la nature et je dirais de l'espèce humaine en ce moment, quoi, hein. Là, on a beaucoup parlé de ton travail en France, mais tu guides, en tout cas, tu as guidé dans des voyages, hein, dans des contrées polaires. Est-ce que ton approche, elle a évolué au fil des ans, ta sensibilité aussi, tes engagements peut-être par rapport à ce que tu as vu là-bas ou fait? Heu, ouais, c'est pas facile à répondre à cette question. C'est toujours des voyages plaisir. Je veux dire, moi, j'étais accompagnateur photo, donc tu emmènes des gens qui sont émerveillés, tu les aides à faire les meilleures photos possibles, donc tu as tendance à voir que le plus beau côté des choses. Après, j'y suis pas allé assez longtemps pour pouvoir, dire: «Bah, ouais, tu vois, ce glacier-là, il a disparu» ou «La glace, elle a fondu» et cetera. Parce que bon, plusieurs choses ont fait que j'ai voulu arrêter. Mais j'y ai pris beaucoup de plaisir, ce que je constate, le recul d'aujourd'hui, c'est que, bah, ouais, c'est bien de se faire plaisir, mais il faut arrêter de prendre l'avion toutes les 5 minutes, quoi. Ah bah c'est pas Vincent Munier qui va te contredire, hein. Il milite beaucoup Exactement, là-dessus, hein, exactement. depuis la Panthère des Neiges. Donc c'est quelque chose que je referai pas de toute façon, ne serait-ce que pour ça, quoi. Mmh. Il y a quelque chose que tu voudrais ajouter parmi tous les points qu'on a abordés? Peut-être quelque chose qui te tient à cœur, dont on n'a pas parlé? Ouais, j'ai une anecdote. J'ai une anecdote. Figure-toi qu'aujourd'hui, je suis à mi-parcours, ouais, je suis à mi-parcours de mon chemin photographique. Alors, non, je vais pas vivre 120 ans, hein, ça c'est clair. On t'a pas Mais demandé ton âge, hein. non, mais je vais te le dire. Mais, non, mais ce qui est marrant, c'est qu'avec la rétrospective, ben, en fait, aujourd'hui, en 2025, je suis arrivé à autant d'années d'argentique que d'années numériques. C'est-à-dire que j'ai 25 ans d'années argentique et 25 ans d'années numériques. Enfin, ouais, ce qui semble un peu fou parce que, effectivement, tu vois, sans y penser, je dirais, bah, ouais, non, non, j'ai beaucoup plus d'années, numériques, quoi. Voilà, on est dans le numérique, on est dans le numérique et non, en fait, j'ai autant d'années argentiques que d'années numériques. C'est marrant. Ah bah ça fait un sacré chemin parcouru, ouais. Ça fait que Ça en dit long. ça fait que tu es encore plus vieux que ce que tu penses. Et bon, avec le retour de l'argentique aujourd'hui, qui sait, tu vas peut-être remonter les stats de tes années Ah oui, non, mais argentiques donc, dans un futur ouais. proche. donc C'est pas fou. ah oui, en tous les cas, mes stats à moi, oui, puisque donc je continue la photo, argentique, mais en grand format. Bon, allez, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup, Pascal, d'avoir échangé et partagé tout ça avec nous et nos auditeurs.